Mohamed Dia, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant bancaire, chroniqueur. Alors, l'actualité est toujours marquée par la Covid-19. La Covid-19 qui étend ses tentacules presque partout. Apparemment, toutes les régions du Sénégal sont aujourd'hui touchées. La barre des 4000 franchis. Alors, Mohamed Dia, des mesures d'allègement, notamment sur l'état d'urgence et le couvre-feu, est-ce une pression de l'économie sur l'exigence de santé? Oui, oui, merci pour l'invitation. Nous faisons face à une pandémie, quelque chose qui est mondial, que personne ne souhaitait, et puis c'est là. Maintenant, ma question, c'est la réaction du Sénégal face à la pandémie. C'est ça, en fait. Mm. Qu'est-ce qu'on a fait depuis que le premier cas a été annoncé? Parce que officiellement, on sait que le premier cas est apparu en Chine en 2019. Certains disent le 17 novembre, d'autres disent en fin décembre 2019. Mais la Chine, en ce moment, parlait d'une mystérieuse épidémie de pneumonie. Il faisait référence au cas de coronavirus. Donc, ce n'était pas trop clair, en fait, dans le monde. Les gens ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. C'est pourquoi même le président américain est un peu fâché contre eux, parce qu'il pense que la Chine n'a pas été transparente envers l'Organisation mondiale de la santé et qui n'a pas été transparente envers tout le monde aussi. Maintenant, au Sénégal, le premier cas aurait vu le jour officiellement le 2 mars. Donc, ça veut dire qu'on a eu 3 mois pour se préparer. Maintenant, personnellement, ce que je me demande, c'est est-ce que le gouvernement sénégalais, principalement le ministère de la Santé, se rappelle qu'en 2002, en novembre 2002, il y avait ce genre de syndrome respiratoire aigu sévère qui était là, qui avait vu le jour en Chine. L'OMS avait par la suite qualifié le virus de menace pour la santé mondiale. Et 2 mois plus tard, ils avaient masqué ça, ils avaient masqué en fait l'étendue de la propagation de la maladie. Donc les dirigeants chinois s'étaient finalement excusés de leur échec de leadership dans la gestion de cette crise sanitaire. Donc il y avait cela en 2002. Maintenant, vers la fin, les spécialistes des infectieuses, ils avaient prédit que le virus pourrait réapparaître, comme la grippe ou bien d'autres virus de même mutation, ils avaient dit, qui pourraient passer de l'animal à l'homme. Donc, je me demande pourquoi ça a pris tout ce temps, jusqu'au 14 mars, pour que le président s'exprime pour annoncer des mesures. Pourquoi il n'a pas osé fermer les frontières et augmenter l'effectif de l'armée sur les frontières terrestres? C'est ça, en fait, ma question. C'est ce manque de préparation face à l'épidémie qui pose problème, d'abord. Et là, c'est cette même erreur qui est reprochée au président américain par les démocrates. Ils disent qu'il n'avait pas fermé les frontières à temps. Mais ce dernier dit qu'il a fermé les frontières aux étrangers venant de la Chine le 31 janvier, soit juste un mois plus tard. Mais il y avait une exception, en fait, parce que les citoyens américains qui venaient de la Chine pouvaient toujours entrer aux États-Unis. Donc, ça posait problème. Et aussi, il avait fermé la frontière à 26 pays européens et non à toute l'Europe. Donc, ça lui a été reproché. Donc, c'est la même erreur, en fait, que nous avons commise ici au Sénégal. Donc, le manque de courage de tout fermer les frontières jusqu'à mieux comprendre le virus aurait plus aidé le Sénégal qu'attendre et avoir des cas importés. Puis vouloir fermer une fois que le virus est présent. Donc, c'est là que je ne comprends pas trop. Donc, le président doit savoir que le Sénégal est un pays pauvre, très, très pauvre. Et ça se gouverne différemment des autres pays. Donc, ce que je vois un peu durant cette pandémie, c'est qu'il y a un peu trop de copies-collées, en fait, envers d'autres pays, la manière dont d'autres pays font. Nous, notre économie repose sur l'informel. C'est un amortisseur social. Donc, je pense qu'il fallait faire preuve de courage et de leadership et de tout fermer pour éviter les cas importés. Alors, Maintenant, dès l'instant oui. qu'on a pris sur ce plan, donc toutes les mesures qui ont suivi ont bouleversé des vies et ça va augmenter la pauvreté au Sénégal.
Oui, le sujet est campé déjà, mais il se trouve qu'au Sénégal, on a vu que les transporteurs ont fait beaucoup pression sur l'État pour alléger les mesures. Comment appréciez-vous cet état de fait, surtout que des engagements ont été pris d'aider ces couches vulnérables, notamment dans le cadre de fonds Force Covid-19? Oui, fermer le Sénégal quand le Sénégal est un pays informel. Donc, tous ces transporteurs, la plupart, c'est l'informel. C'est l'interurbain, urbain, les Jakarta. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir aider toute cette couche au moment voulu. Parce que le problème n'est pas juste de dégager des enveloppes de milliards, mais le problème, c'est que ces milliards atteignent les bénéficiaires à temps. Pas juste pour leur survie, mais aussi pour l'économie. Parce qu'il faut que les gens dépensent de l'argent. C'est ça qui fait tourner l'économie. Maintenant, il fallait au plus vite mettre de l'argent dans la main des citoyens. Dans ce cas, les transporteurs. Donc, donner du riz, sortir des enveloppes, et ça prend presque des mois et des mois à atteindre la cible. Ça a été fait. L'économie ne marche pas comme ça. Ça a été plutôt social. Maintenant, le président peut-être n'a pas trop compris peut-être comment l'économie marche, mais il fallait mettre l'argent dans la main des Sénégalais, que les Sénégalais puissent dépenser cet argent dans les boutiques, les marchés, pour que l'économie continue à tourner. Mais malheureusement, l'État n'a pas fait cela. L'État a préféré importer du riz, donner du riz aux citoyens, et ça prend beaucoup de temps. Donc pour moi, ça a été une erreur. Il fallait plutôt faire comme la Côte d'Ivoire, les États-Unis et parmi d'autres pays, mettre de l'argent directement, soit dans les comptes bancaires, ça pourrait augmenter même le taux de bancarisation, ou bien dans les comptes Orange Money ou Free Money, ou bien tous les autres qu'on a, parce qu'il fallait que l'argent atteigne la cible au plus vite possible pour que les gens puissent dépenser cet argent pour que l'économie continue à tourner. C'est une roue. Et on a arrêté cette roue, on a arrêté de faire tourner la roue. C'est pourquoi les transporteurs, on a eu ras-le-bol parce que l'argent ne venait pas, il fallait qu'ils vivent et on les interdit d'y aller et il n'y a pas d'argent. Et la plupart des gens que j'ai demandé, parce que je prospectais, j'ai demandé, soit ils n'ont pas reçu, soit ils n'y croient pas, soit ils pensent que ce sera détourné avant que ça n'arrive. Donc cette perception montre qu'il y a problème quelque part. Donc il fallait qu'il y ait pression en fait envers l'État pour que l'État assouplisse les mesures. Parce que le président, on lui a donné trop de pouvoir. Et pour moi, ce n'était pas la peine. Justement, l'annonce des mesures a attisé des attentes qui font qu'on oublie quelque peu le combat contre la propagation du virus. Oui, en ce moment, c'est plutôt... Il y a plus de politique que de la santé. Et, par exemple, le professeur Seydi, il faisait partie des gens qui décidaient, des gens qui parlaient de cette maladie, et tout à coup, il a disparu. Depuis son discours à Ziguinchor, on n'entend plus parler de lui. Donc, ça montre qu'il y a plus de politique que d'essayer d'endiguer cette pandémie, de faire sortir cette pandémie ou de maîtriser cette pandémie ici, au Sénégal. Donc, ça pose problème. Parce qu'à un moment, j'étais confus, je ne comprenais plus. Parce qu'il y avait beaucoup de calculs politiques dedans. Ah oui? Depuis le début. Je ne comprends pas pourquoi le président aurait eu besoin de l'article 77 de la Constitution. Je ne comprends pas. C'est trop plein de pouvoir. Parce que ça lui donne le droit de prendre la des loi mesures. d'habilitation? Oui, effectivement. Parce que je ne comprends pas. Parce que ça lui donne le droit de prendre des mesures qui sont normalement dans le domaine de la loi. Donc, je ne sais pas exactement quel genre de loi il aurait pu avoir besoin durant cette période de crise. Je ne comprends pas. Maintenant, si on fait un peu marche en arrière, Oui. rappelons-nous qu'avant l'examen, il avait reçu les personnalités politiques pour le soutien. Mais malheureusement, l'émotion l'avait emporté sur la raison par rapport à tous ceux qui étaient là-bas. C'est le moment de crise, c'est pas le moment de discorde, c'est pas le moment de faire de la politique, c'est pas le moment... Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Le président Trump, en ce moment, c'est le moment le plus dur de sa présidence. Parce que l'opposition est là, pas seulement durant les bons moments, durant les mauvais moments, durant la crise sanitaire, l'opposition doit être présente. Pour moi, c'est l'émotion l'a emporté sur la raison. Et il y avait eu beaucoup de calculs politiques, parce que la majeure partie a répondu à l'invitation. Parce que la population juge souvent les politiciens durant ces moments, durant les moments de dialogue, durant les moments de crise, pour voir qui
qui va répondre à l'appel et qui ne va pas répondre à l'appel. Et la population est rapide à juger parce que le président Sall met l'opposition contre la population. Alors, comment appréciez-vous l'attitude de l'opposition qui a répondu quand même présente? Comment appréciez-vous? Moi, je pense que le président... L'opposition, c'est pas toute l'opposition quand même, oui. Absolument, ouais. C'est pas toute l'opposition. Il y a certains opposants qui sont constants. Oui. Comment appréciez-vous cette partie de l'opposition qui a jugé nécessaire de répondre à l'appel du chef de l'État? Moi, je pense que cette partie de l'opposition a été piégée. Moi, je pense qu'ils ont été piégés par le président Sall, car il a voulu démontrer qu'il était ouvert au dialogue. Et ne pas répondre à l'appel serait se jeter dans les dents de la mer, en quelque sorte. Et y répondre aussi pourrait être un coup fatal, parce que ça ne montre pas la constance, en fait, dans la manière de s'opposer. Parce qu'il y a des opposants qui sont farouches, et puis qui vont répondre à l'appel du président. Pour moi, c'était un piège. Mais c'était un couteau à double tranchant. Donc, et le président est très fort à faire ce genre d'actes, à poser ce genre d'actes. Maintenant, moi, je me demande pourquoi il aurait besoin de cette habilitation quand il a à sa disposition un projet de loi de finances rectificative. Donc c'est ça. Pour moi, l'opposition ne s'est pas posé assez de questions pour voir est-ce que le président a besoin de tout cela. Donc, le Sénégal a reculé. Politiquement, le Sénégal a reculé et on est parti vers l'ère du président Senghor, en quelque sorte. Il n'y a pas de premier ministre. Le président est très exposé. Donc, quiconque connaît l'histoire politique du Sénégal, c'est que le président Senghor avait fait voter une nouvelle constitution. Ça faisait de lui chef de l'État et chef du gouvernement en même temps, le président Senghor. Il a voté cette loi le 3 mars 1963. Pour quiconque connaît l'histoire du Sénégal, c'est ça en fait. Et c'est la même chose avec le président Macky Sall. Il n'y a plus de premier ministre, donc il est exposé. Maintenant, en plus de cela, le président Senghor avait voté une autre loi constitutionnelle. Et ça lui donnait le droit de dissoudre l'Assemblée nationale quand il le voulait. Ce qui faisait que les parlementaires n'avaient aucun moyen de pression sur lui. Donc, c'est en quelque sorte le président Macky Sall en ce moment. L'économie, parallèlement, l'économie en ce moment, elle est agonisante. Et elle était déjà agonisante. Le Sénégal partait vers la récession, même si ce n'était pas à cause de cette pandémie. Ah oui? Qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, parce que... c'est encore le plan Sénégal émergent, ça va revenir. Le plan Sénégal émergent a été un plan électoraliste encore, parce que ce qu'on devait faire durant la première phase devait se faire durant la seconde phase. Maintenant, si on s'était préparé durant la première phase du plan Sénégal émergent, il n'y aurait pas eu ce problème, parce qu'on aurait eu assez d'hôpitaux, assez de centres de santé pour pouvoir faire face à cette pandémie. Mais là n'est pas, là, ça ne s'est pas passé. Ce que le président a fait, c'est plutôt des grands projets. Et maintenant, où en sommes-nous avec ces projets? Nulle part. Quand vous parlez de grands projets, vous faites allusion, oui, au Grand TER, le train express régional. Le train express régional et l'autoroute Ila-Touba, ça me pose toujours problème. Ça me pose problème parce que si vous voyez les centres de santé dans la région de Diourbel avec Ila-Touba, mais c'est un problème. L'hôpital Bloubké n'a presque rien. L'hôpital Matlaboul Fawzeni, la même chose. Les dispensaires n'ont pas de masques, il n'y a pas eu de dotation. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et la santé est malade, en fait. Donc, je pense que la première phase du PSE aurait dû se concentrer plus sur la santé. Parce qu'il y a un sérieux problème d'allocation du budget du Sénégal à la santé. Maintenant, quand il n'y a pas de budgétisation pour le renforcement des plateaux et du personnel médical, il y a problème. Par exemple, il y a des hôpitaux qui ne pratiquent pas la césarienne au Sénégal. Il y en a qui ne pratiquent pas ça par manque de moyens. La césarienne est gratuite au Sénégal. Mais alors, dites-nous, Mohamed, est-ce que la pandémie a fini par mettre à nu le chef de l'État dans ce contexte assez difficile? Oui, c'est un verre à moitié plein ou moitié vide. Ça peut se voir de l'autre côté aussi. Certains diront que le PSE était bon, mais que la pandémie a tout bloqué et que le Sénégal va sombrer dans la récession à cause de la pandémie. Alors que tel n'est pas le cas. Ça a mis à nu. Ça a montré les carences, ça a montré les limites du plan Sénégal émergent. C'est ça que ça a fait en fait. Parce que vous aviez dit plus tôt, on a un peu plus de 4000 cas. Et on n'arrive même pas à gérer 4000 cas. On n'arrive pas à gérer ça. Il a fallu qu'on crée de nouveaux
hôpitaux par-ci, par-là, alors que les autres pays européens et américains qui ont fait ça, c'est parce qu'ils ont des millions de cas, certains des centaines de milliers de cas. Donc, 4000 cas, pour moi, en ce moment au Sénégal, on aurait pu pouvoir gérer ça sans problème. Maintenant, ne pas pouvoir gérer ça, ça montre que le gouvernement, le PSE a d'autres priorités, et c'était les priorités d'infrastructure, et c'est ce plan-là qui nous a tués. Le plan d'infrastructure a carrément mis le Sénégal à terre. Donc, maintenant, on est là, on demande l'annulation de la dette. Donc, c'est extraordinaire, en fait, je me dis. C'est un peu honteux, en fait. L'annulation de la dette, vous en dites quoi? Puisque justement, ça a été demandé par le chef de l'État sénégalais. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah oui, je ne suis pas du tout d'accord pour l'annulation de la dette. Pour moi, chacun doit assumer sa responsabilité. On avait le choix de mieux investir les ressources mobilisées. Mais on a préféré faire de la politique avec les milliards qu'on a empruntés par-ci, par-là. Maintenant, l'annulation de la dette, c'est supposé améliorer les performances économiques d'un pays. Mais on avait annulé nos dettes en 2005, quand le président Wade était là. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est encore mal endetté. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, tant que nous ne grandissons pas et nous n'assumons pas nos responsabilités, ça ne sert absolument à rien d'annuler la dette. Donc, si le président veut que la dette soit annulée, c'est juste pour pouvoir avoir les manœuvres budgétaires, pour pouvoir plus s'endetter, pour pouvoir finir ses projets, pour peut-être un éventuel troisième mandat, qui sait? Parce que si la dette n'est pas annulée, il n'y a pas de moratoire, c'est fini. Le Sénégal est fichu, nous sommes fichus. Les paysans, le monde rural ne pourra pas manger à sa faim. L'endettement reviendra toujours, en fait. C'est parce qu'il y a le taux de pression fiscale. Maintenant, c'est le taux de pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes fiscales et la création de richesses sur une année. Maintenant, notre taux, nous, est faible. Notre taux est de moins de 19%, hein? Et c'est largement inférieur à celui des autres pays, les pays développés. Et ils sont à presque 45%. Donc, c'est cela qui fait que nous allons toujours nous endetter. Maintenant, le taux d'intérêt sera exorbitant. Et ce même prêt-là, de 100 millions de dollars, par exemple, on peut le payer 4 fois. Donc, on peut payer 400 millions de dollars d'intérêt et devoir toujours 100 millions ou plus. Donc, même si on annule la dette, le problème n'est pas l'annulation de la dette, mais c'est pourquoi on s'endette et comment mieux s'endetter. Et la seule manière de le faire, c'est de s'industrialiser avec une monnaie commune. C'est ça, en fait, la solution. Ce n'est pas l'annulation de la dette. Oui, mais vous faites la transition sur l'éco qui va remplacer le franc CFA. Oui, j'aurais préféré que ça soit toute la zone CEDEAO. Mais en ce moment, le moment n'est plus opportun. Parce qu'aucun de ces pays n'atteindra les convergences économiques pour pouvoir aller vers la création d'une monnaie. Donc, en ce moment, créer une monnaie, c'est aller droit dans le mur. Ah oui? Droit dans le mur. On ne peut pas, face à cette pandémie, on était très mal préparé économiquement, et vouloir se lancer hasardeusement dans la création d'une monnaie, alors que l'Afrique subsaharienne va plonger carrément dans la récession. Donc, je ne vois pas comment on peut créer une monnaie durant une période de récession. Pour moi, ça se fait pas. Donc, il va falloir réévaluer, changer et plutôt se focaliser sur l'échange, l'intégration africaine. Cette pandémie, en même temps, c'est une bonne chose parce que ça devrait nous montrer que l'Afrique a besoin de l'Afrique. Parce qu'on dépend de trop de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis. Et maintenant, ils forment leurs frontières. Maintenant, nous, on sent cela carrément. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est l'impact économique que ça aura. Cette pandémie, c'est international, en fait. C'est pas juste en Afrique. Alors, Mohamed Dia, finalement, les secteurs qui sont impactés par la pandémie, ces secteurs souffrent beaucoup. Les stratégies mises en place par l'État du Sénégal, oui, qui s'organisent pour accompagner ces sociétés fortement impactées par la pandémie, quelle réflexion cela vous inspire par rapport à des secteurs impactés, des solutions qu'on doit apporter pour soutenir ces secteurs? Comment analysez-vous cela, vous? Parce que le problème est qu'on ne peut pas juste donner de l'argent à ces secteurs sans que ces secteurs n'en produisent. On peut aider ces secteurs, absolument. Parce que, par exemple, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, le secteur des services, ils ont été très impactés. Maintenant, leur donner de l'argent, c'est une chose. Mais comment relancer ce secteur est une autre chose. On ne peut pas forcer les gens à venir au Sénégal durant cette période de crise. On ne peut pas. Et le tourisme est presque à terre. Donc, cette année, oublions.
il n'y aura pas de touristes au Sénégal, ou bien s'il y en aura, il y aura un tout petit peu. Et ce sera partout dans le monde. Donc, fallait pas juste donner l'argent, mais il faut aussi accompagner ces secteurs et essayer de penser outside of the box, ne pas faire toujours la même chose. Maintenant, OK, le tourisme avant, c'était comme ça. Comment relancer le tourisme en période de crise sanitaire? Comment relancer les services, la restauration en crise sanitaire? Parce qu'on ne peut pas juste donner l'argent sans que l'argent, sans qu'il y ait un retour sur cet argent, sur cet investissement. Donc, cette année, vraiment, c'est juste donner de l'argent pour essayer de ne pas perdre beaucoup d'emplois. Parce qu'il y aura des emplois perdus, mais essayer d'en préserver certains emplois et préparer l'année qui va venir. Parce que cette année est quasi morte sur le transport aérien, le tourisme, la restauration et tout ça. Oublions cela, et ça, c'est mondial. Maintenant, cela va nous rappeler que nous sommes un pays pauvre, et cela va nous permettre de nous rappeler de nos priorités dans le futur. Donc, c'est une bonne chose en même temps. Oui, nos priorités dans le futur, vous parlez en termes de perspective, mais aujourd'hui, beaucoup parlent de nouvel ordre mondial par-ci, beaucoup parlent de relance par-là. Et justement, pour ce qui est de l'Afrique, c'est une opportunité pour l'Afrique. Est-ce que cela vous inspire? Opportunité, pas trop. Parce que l'Afrique exporte toujours les matières premières. Donc, c'est un problème. Et en ce moment, on voit que le prix des matières premières, les prix ont chuté. Les prix ont chuté. Les pays pétroliers comme le Nigeria sont carrément à terre ou seront à terre carrément parce qu'ils dépendent trop du pétrole. Et nous, qui espérions que le pétrole allait venir nous aider, maintenant, c'en est autre chose. On risque de ne pas voir la première goutte durant ce quinquennat parce que ces entreprises auront des problèmes de liquidité pour continuer l'exploitation. Donc, je ne vois pas trop comment c'est une opportunité pour l'Afrique. Une opportunité pour une intégration africaine, oui, mais pas par rapport à nos autres partenaires bilatéraux. Parce qu'on fera qu'exporter et c'est eux, entre guillemets, qui décident des prix des matières premières. Donc, ça risque de nous asphyxier. Donc, on a vu maintenant, on a vu le big picture, on a vu le grand tableau. Maintenant, à nous de prendre nos destins à main, à nous de changer notre monnaie, à nous d'aller ensemble pour une intégration africaine et aller contre les autres, contre en créant des partenariats 50-50, gagnant-gagnant. L'Afrique par les Africains, pour les Africains, vous voulez dire? Mais pas de manière extrême. Parce que quand le nationalisme est extrême, ça risque d'aller vers le Pen. Nous ne voulons pas tout ça, nous avons besoin des partenaires. Mais toujours Africa first, l'Afrique d'abord, le Sénégal d'abord. Pensons à nous, pas d'abord, pensons à nos générations futures dans tout accord que nous allons signer, dans tout accord que nous signerons. Mais cela ne sera possible qu'en y allant ensemble. Mais est-ce que ce sera aisé? Parce que justement, avec ce contexte, les États-Unis sont préoccupés par leurs propres problèmes, idem pour les Chinois, idem pour justement les Occidentaux. Alors, est-ce que ce sera facile, cette relance justement de l'économie africaine post-pandémie? Non, ce ne sera pas du tout facile parce que nous exportons vers ces pays plus que nous exportons dans la sous-région. On parle de 5%, 2% d'échanges entre des zones en Afrique. Quand nous exportons presque la majeure partie de nos matières premières à l'extérieur. Donc, si ces industries ne fonctionnent pas, ne sont pas ouvertes, ils n'auront pas besoin de nos matières premières. Donc, ça restera ici invendu. Donc, il y aura toujours ce problème de ressources, en fait, de mobiliser les ressources nécessaires pour financer les dépenses publiques au Sénégal, en Afrique. Donc, on doit reconsidérer la manière de faire les affaires et essayer de faire les affaires entre nous, Africains d'abord, avant d'exporter. Oui, mais expliquez-nous un peu, vous êtes consultant bancaire, l'impact de cette pandémie dans le secteur bancaire donne quoi comme lecture? En fait, c'est le seul secteur qui risque d'être épargné durant cette crise. C'est le seul secteur qui puisse, en fait, sauver l'économie. Parce qu'il s'agit, d'une crise sanitaire. Donc, ce n'est pas comparable à la crise de 2008. Parce que je vois beaucoup d'analystes parler de la crise de 2008. Ce n'est même pas comparable. Parce que la crise de 2008 a été créée par la banque. Cette crise, elle est sanitaire. Maintenant, les banques, en ce moment, ont le rôle d'aider les économies à se relever. Et c'est pourquoi la BCEAO, quand ça s'est arrivé, ce qu'ils ont fait, ils ont baissé le taux directeur. Et c'est parfait. Ils ont fait la bonne chose. Ça va permettre de stimuler la croissance. Maintenant, le problème, c'est que le faible taux de bancarisation au Sénégal
les banques au Sénégal ne pourront pas trop contribuer au financement de l'activité économique. Mais c'est ce que constatent les analystes aussi dans ce domaine, que on ne sent pas l'implication des banques justement dans l'accompagnement des entreprises déjà impactées par la pandémie. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Pour cela, c'est l'État qui devait faire son jeu durant le premier mandat du président. C'est renforcer le privé national, les petites et moyennes entreprises, faire de telle sorte qu'on formalise le secteur informel. Ça aurait changé le taux de bancarisation, ça aurait élevé le taux de bancarisation qui est aux environs de 20% au Sénégal. Donc les banques ne peuvent pas faire grand-chose parce que leurs mains sont liées. Le taux de bancarisation est faible. Qui aider? Pourquoi prendre des risques durant ces moments? Parce que je sais que si j'ai telle entreprise, il y a beaucoup plus de chances que cette entreprise ne me paye pas. Donc, je ne peux pas prendre ce risque de prêter de l'argent à certaines entreprises. Mais Donc, l'État peut se constituer garant quand même. oui, mais l'État risque de ne pas payer. L'État risque de ne pas rembourser. Et ça va encore créer la crise des banques dans les années 80 encore. Ça risque d'être le même problème. Parce qu'en ce moment, on ne peut plus compter sur l'État. Parce que l'État, durant les 4 prochaines années du président, c'est juste mode survie. Parce qu'il n'y aura pas trop de manœuvres budgétaires. Les pays qui nous prêtent de l'argent sont dans des problèmes. Donc, je ne peux pas comprendre comment ils peuvent nous prêter de l'argent. La Banque mondiale, les FMI peuvent nous prêter juste pour qu'on survive, mais pas pour des grands projets. Ce sera plus pour ça, ce sera pour l'autosuffisance, ce sera pour l'électrification rurale, des priorités, les priorités. Cela nous poussera vers les priorités et non vers les dépenses somptuaires. Donc, c'est une bonne chose. Là. Donc, pour moi, l'autre outil que nos gouvernements peuvent utiliser sont les obligations pandémiques. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un mécanisme, c'est un nouveau mécanisme qui a été mis en place par la Banque mondiale il y a peut-être 3 ans, en 2017. Donc, ça fonctionne comme une assurance, en fait. Les acquéreurs, ils perçoivent des intérêts annuels tant qu'il n'y a pas de crise. Mais le seul problème, c'est que le seuil de déclenchement, il faut que la crise soit assez grave pour qu'on puisse donner ces fonds. Donc, le Sénégal peut s'approcher de la Banque mondiale pour voir si ils peuvent bénéficier de ces obligations pandémiques. On pouvait élever aussi le taux de bancarisation, en profiter en ce moment pour élever le taux de bancarisation en faisant ouvrir des comptes bancaires aux Sénégalais, bon, de manière virtuelle, bien sûr, ou bien en ligne plutôt, et que l'État aide les Sénégalais dans ces comptes. Parce que l'économie a été mise en arrêt complètement à cause de l'État. Parce que l'État n'a pas mis de l'argent dans la main des citoyens. C'est ça qu'il fallait faire. Mais il y a les fonds, mais il y a parallèlement les fonds Covid-19 quand même. Oui, mais est-ce que le gouvernement sénégalais prendra, par exemple, une somme et va allouer ça à peut-être chaque citoyen sénégalais ou chaque ménage, ou bien selon la capacité financière, en fait, selon ce que l'État peut faire. Mais il faut que l'argent aille dans les comptes mobiles des Sénégalais pour que les Sénégalais puissent dépenser. C'est la seule manière de stimuler l'économie de manière rapide. Tant que on envoie du riz qui prend par exemple 2 mois et demi, c'est maintenant que les gens ont commencé à recevoir le riz. Il y a beaucoup de gens, je demande, ils n'ont pas reçu. Et ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Donc ça montre que les bases utilisées pour partager ces vivres, c'était pas trop cela. Oui, alors, Mohamed Dia, invité d'objection. Mohamed Dia, vous êtes consultant bancaire, vous êtes chroniqueur. La pandémie a révélé beaucoup de failles, vous l'avez dit. Mais d'abord, avec l'annonce de la réouverture des classes. Ensuite, il y a la prorogation du couvre-feu. Alors, ça a justement créé des conséquences avec cette défiance des populations. Vous avez suivi la colère des populations à l'égard du couvre-feu. Reculade ou réel politique selon vous? Comment appréciez-vous cette situation? Moi, je pense que c'est reculade, honnêtement. Parce que on sent un peu du tâtonnement dans la manière de gouverner en ce moment. Il y a des vrais décrets, faux décrets. Il y a des décrets qu'on sort au moment où il ne faut pas les sortir. Donc la population a su que le président était hors de portée de la population. Le président ne connaît pas trop la réalité. Pour quelqu'un qui, ironiquement, a vécu comme un Sénégalais lambda, mais on dirait qu'il a oublié les Sénégalais, la manière de vivre d'un Sénégalais. Le secteur informel est là. C'est le secteur qui emploie le plus de personnes.
Donc, vouloir tout arrêter, tout fermer, sans donner les ressources aux gens, mais ça va créer une révolution, en fait. Et c'est ça. Donc, pour moi, c'est reculade. Maintenant, quand on regarde un peu la manière dont le gouvernement a agi politiquement, on sent un peu du je m'en foutisme, en fait. Ah oui? Parce que pour moi, personnellement, comment, durant cette crise, pendant qu'on demande aux gens de serrer la ceinture, comment est-ce qu'on peut penser à sortir des décrets, de tels décrets comme le décret de l'honorariat pour les anciens présidents du CESE? Je ne comprends pas. Pourquoi s'empresser? Pourquoi? Et la population est en train de souffrir. Pourquoi penser à donner de l'argent et des avantages à des politiciens, cette classe politique qui n'a pas besoin de cet argent, alors que la population est là en train de souffrir? Je ne comprends pas. Enfin, il use de sa liberté, c'est sa liberté discrétionnaire, hein, de nommer quand il veut, qui il veut, comme il veut. Ouais, mais en fait, il y a une incohérence. Parce que si, honnêtement, personnellement, je m'étais battu pour le président Sall, je ne serais pas content de ces nominations. Car il y a des Sénégalais, il y a d'autres Sénégalais qui sont de l'APR, peut-être, qui ont été insultés par ces transhumants et qui, en retour, sont bénéficiaires de sucettes. Donc, ça pose problème. Donc, ces gens ne comprennent pas. Pour moi, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Donc, je ne peux pas comprendre quelle valeur ajoutée Moussa Sy ou Abdou Fall peut amener au port et à l'APIX. Je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop. Et pourquoi eux? Donc, ça montre qu'il y a trop de calculs, il y a trop de je m'en foutisme. Le président, il se prend un peu pour un roi. Je peux faire ce que je veux, la population ne dira rien. On va sortir l'armée pour des dizaines de jeunes qui sortent dans la rue. On va s'attaquer à une chaîne de télévision pour couvrir cela. Ça montre que c'est un peu la dictature, en fait. On sent la dictature. Et avec ce manque de ressources, il y aura beaucoup plus de révolutions, il y aura beaucoup plus de marches, il y aura beaucoup plus de grèves, il y aura tout ça. Si l'école reprend, il y aura beaucoup de problèmes parce que tout revient au galop. Il y a beaucoup d'inégalités au Sénégal. Cette classe politique vit bien, elle est à l'aise, alors que la population souffre. Donc, ça va toujours revenir. Maintenant, comment le président va pouvoir gérer cela durant les 4 prochaines années sans assez de ressources? C'est là la question clé. Mais il y a un autre fait qui a marqué aussi l'actualité cette semaine, c'est la LP, la liberté provisoire accordée au député Bogazeli. Oui, comment appréciez-vous justement cette décision de justice? C'est une décision que je ne comprends pas aussi, parce que quelqu'un qui pouvait déstabiliser l'économie du Sénégal avec tous ses faux billets, quelqu'un avec qui on a trouvé un certain montant de faux billets sur lui, pour moi, ça pose problème qu'on le libère. La contrefaçon, les faux billets, la contrefaçon, quelles conséquences sur l'économie? Les conséquences sont énormes, hein, parce que ça peut déstabiliser l'économie, comme je disais. Maintenant, c'est la valeur de la production qui représente à peu près la monnaie qui est créée, en fait, sur la masse monétaire. Donc, si la quantité excède la valeur des biens et des services qui sont dans l'économie, c'est ça qui crée l'inflation monétaire. Donc, c'est ça le danger, en fait, d'avoir tous ces faux billets en circulation. Donc, les gens pensent qu'ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'argent. C'est faux argent. Donc, l'économie est déstabilisée carrément. Donc, c'est ça, en fait. Ça discrédite la monnaie. Donc, ça dit que cette monnaie n'a plus de valeur. Mais bon, c'est pas notre monnaie. On n'a pas une monnaie souveraine. Mais si on avait une monnaie souveraine qui a cette contrefaçon, ça discrédite notre monnaie carrément sur le plan international et ça fait sortir les investissements directs étrangers de notre pays. Donc, on va en souffrir. Donc, je ne peux pas comprendre que malgré tout cela, qu'on puisse le laisser sortir et que les autres restent en prison alors que c'est lui le cerveau. Donc, je n'ai pas vu le certificat médical, je ne l'ai pas vu, mais je me dis que dans les prisons au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus souffrants que Bougazeli et qui ne bénéficient pas de cette liberté provisoire pour encore avoir fait de petits délits par rapport à ça. Ça, c'est un gros délit pour qu'ils puissent pouvoir cette liberté provisoire. C'est écœurant, en fait. C'est écœurant. Vous avez suivi la réaction des populations. Quelle lecture faites-vous de toutes ces contestations? Et faire un remaniement ministériel pour avoir un gouvernement élargi. C'est la seule manière qu'il puisse gouverner les 4 prochaines années. Donc, faire comme l'avait fait Abdou Diouf au temps. Il avait un gouvernement élargi après les émeutes et tout cela. C'est la seule manière que le président puisse gouverner de manière paisible pour les 4 prochaines années. Et juste pour que les Sénégalais survivent. Pas pour qu'on puisse se développer, qu'on puisse penser même à ériger des infrastructures,
et tout cela. C'est juste survivre pour les 4 prochaines années. Alors vous Il faut constatez un Premier ministre, Oui. parce qu'il est très exposé. Il est très exposé, il ne peut pas s'occuper de tout. Donc, il faut un Premier ministre et il faut un plan clair, défini par le ministre de l'économie, très, très clair, de comment survivre. Arrêtez de faire la politique et de dire que le Sénégal pourra se développer, on va changer l'orientation du PSE 2019-2024. Tout cela n'est pas faisable en ce moment. Ce n'est pas faisable du tout. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de survivre. Parce que cette crise va nous affecter dans, ce n'est pas les 4 prochaines années, mais les 10 prochaines années. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps pour reconstruire cette économie. Donc, il ne faut pas s'empresser ou faire trop de politique et dire qu'on pourra se développer, qu'on va changer de stratégie de PS2, on va s'appuyer sur le plan Sénégal émergent première phase. Tout cela n'est pas faisable. Il faut un plan de riposte, avoir un gouvernement élargi, prendre un peu de là et puis créer un gouvernement élargi et leur donner des postes techniques, pas juste des postes comme le faisait Abdou Diouf, des ministres sans portefeuille, ministres d'État sans portefeuille, mais des postes techniques pour gérer ensemble, gouverner ensemble, pour juste pouvoir sortir de cette crise ensemble. Pour moi, c'est la seule solution. Quand il n'y a pas cela, c'est le printemps sénégalais qui s'annonce. Alors oui, justement, vous avez suivi la réaction des populations dans une moindre mesure, mais en parlant justement de géopolitique, à côté au Mali, on a vu également que voilà, il y a eu des soulèvements, il y a eu un mécontentement aussi populaire, où un imam s'est levé pour demander publiquement le départ d'Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle lecture? Honnêtement, je pense que les populations en ont assez. Cette crise, c'est le déclic. C'est le déclic. On en a assez. Ça montre que les gens en ont assez. Prendre des opposants qui disparaissent au Mali, les Touaregs, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de non-dits. Cependant, ce sera très, très, très compliqué d'enlever Ibeka. Parce qu'Ibeka, il est très stratégique pour les Français en ce moment. Très, 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 très stratégique, là où il est. Parce qu'il calme un peu la région. Il calme un peu la région et il arrange un peu les Français. Donc, je comprends la population malienne, je comprends ce soulèvement. Et ce soulèvement, le président Sall doit regarder ça de très près, très, 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 très près, parce que ça peut se contaminer rapidement au Sénégal et facilement. Donc, il faudra qu'il fasse très, très, très attention durant ces 4 prochaines années. Chaque fois qu'il y a soulèvement dans un pays frontalier, facilement, ça se produit chez nous. Facilement. Et ça a été le cas sous le président Ouad quand il y avait beaucoup de coups d'État. Il avait un peu peur. Il faisait très attention. Donc, il faut qu'il fasse attention aussi, comme le Mali, parce que les gens en ont assez. On a enfermé les gens pendant très, très longtemps et les réalités sont différentes. Les réalités sociopolitiques sont différentes. Donc, on ne peut pas juste mimiquer ce que la France ou les autres pays font. Nous avons nos réalités. Nous avons nos médecins. Nous avons l'avis de nos médecins. Donc, toutes les décisions que nous prenons doivent être en concertation avec le corps médical. Le corps médical qui souffre aussi, hein, faut le dire. Donc, il y a tout cela. Donc, le cas du Mali peut se produire au Sénégal. Parce qu'on parle de malversation et on parle aussi de malversation durant même cette crise sanitaire. Des marchés qu'on a octroyés durant la crise qui ne sont pas trop clairs. Durant une crise sanitaire. Moi, je me dis que vraiment, il y a un problème. Parce que si en crise sanitaire, pendant que les gens meurent de faim, les gens n'ont pas de travail, les gens ne peuvent pas bouger, qu'il y ait des malversations, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas pitié de son peuple. Ça veut dire qu'on ne comprend pas trop son peuple. Donc, ne pas comprendre son peuple, un jour ou l'autre, c'est le soulèvement. Et les marabouts, les chefs religieux, ils jouent un rôle d'apaisanteur social, carrément. Mais en ce moment, la population ne commence pas trop à les écouter. On en a vu. On a vu des cas. Donc, il faut faire très attention. Donc, le président doit faire très attention et essayer de voir comment gouverner tous les Sénégalais et non pas seulement les Sénégalais de son parti. Pour éviter ce qui se passe au Mali. D'autant plus qu'il y a le littoral, avec tout ce que cela a créé comme conséquence déjà, avec cette grosse colère des populations. Comment appréciez-vous la situation? Quand j'ai vu ça, je croyais même que ce n'était pas vrai, parce que je me dis que même en période de crise, les gens sont capables d'éterrer les morts en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça que ça signifie. Parce que pendant qu'on s'occupe de la crise, il y a les gens qui s'occupent
du sol, moi, je comprends pas parce que je me dis que les priorités sont autre part. Il y a les Sénégalais qui veulent juste devenir riches à tout coup. Et c'est au président de frapper sur la table et de dire que assez, c'est assez. Et de mettre en place des mécanismes qui font que le littoral puisse être préservé. En fait, c'est ça que je pense. Alors, Mohamed Dia, aux États-Unis, vous connaissez bien les États-Unis, pour être vécu pendant très très longtemps. L'assassinat de Floyd a entraîné une colère un peu partout, a entraîné beaucoup de réactions à travers le monde qui condamnent cet assassinat de Floyd. Comment appréciez-vous et quelle lecture? Oui, il y avait ce mouvement Black Lives Matter. C'est un mouvement qui est là-bas depuis un bout de temps. Maintenant, on sent qu'aux États-Unis, il y a le racisme. Il y a le racisme. Ça, on peut pas le nier. Maintenant, pour moi, il fallait aller plus loin. Et même ceux qui manifestent aux États-Unis, pour moi, ils auraient pu voir de l'autre œil. Pourquoi toujours les Noirs? Pourquoi les Noirs? C'est quoi le problème? Bon, déjà que, d'abord, il y a une étude qui a été faite. Je pense que je me rappelle plus de l'université. Mais il y a, par capita, il y a autant de Blancs qui sont tués que de Noirs, hein, déjà. Il y a ce problème d'abord, on n'en parle pas. Donc, c'est la brutalité policière d'abord, en général, parce que les Blancs sont tués aussi, les Noirs aussi. Mais comme les Noirs sont minoritaires, maintenant, pourquoi? Pour moi, il devait se poser la question pourquoi. Pour moi, c'est tout un système, en fait. Parce que le Noir a plus de chances d'être emprisonné ou d'être tué. Pourquoi? Parce que le Noir aux États-Unis est beaucoup plus pauvre que le Blanc. Le Noir aux États-Unis a moins de chances. Parce qu'aux États-Unis, c'est différent d'ici. C'est le quartier où tu habites, c'est là où tu vas à l'école. Si c'est l'école publique. Tu ne peux pas habiter à Bourguiba et aller à l'école au Point. C'est impossible. Donc, les meilleures écoles aux États-Unis sont dans les quartiers les plus huppés. Maintenant, les quartiers les plus huppés sont habités par les Blancs. Ce sont les Blancs qui gagnent plus d'argent. Donc, les Noirs vont dans les mauvaises écoles. Donc, il y a plus de chances qu'ils ne finissent pas l'école et ils n'ont pas assez de... On ne les donne pas tout ce dont ils ont besoin pour finir l'école ou pour réussir. Et la plupart d'entre eux se déversent, vont vers la drogue et autre chose. Donc, chaque fois, quand on les attrape, là, on les fichit. Ils ont un casier judiciaire. Maintenant, quand on a un casier judiciaire aux États-Unis, on ne peut pas trouver un emploi décent. Donc, quand on ne peut pas trouver un emploi décent parce qu'on a commis une erreur quand on avait 16 ans et que maintenant on a 32 ans, on a changé carrément, mais que ce casier judiciaire est toujours là-bas, il y a quelque chose sur ton casier judiciaire, on t'a accusé de félonie, tu ne peux pas avoir un emploi décent. Donc, tout ce que tu peux avoir sont les petits boulots où on te paye cash, de l'argent liquide, sous la table, marché noir, sont ces petits boulots. Maintenant, ces petits boulots ne permettent pas aux Noirs de vivre aisément. Donc, il faut qu'ils volent de l'argent ici. Il y a des faux billets comme George Floyd. Il avait un faux billet de $20. Donc, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle hustle. Le hustle, c'est ce qu'on dit hustle ici au Sénégal. Donc, c'est ça qu'ils font pour gagner un peu plus d'argent. Donc, pour moi, c'est pas juste de dire la vie noire, la vie noire, la vie noire manifestée, mais il faut changer. Que quand un noir ou n'importe qui aux États-Unis a un point noir sur son casier judiciaire pour avoir commis un petit vol quand il était enfant, et que maintenant il a grandi, il a changé, mais il faut enlever ça de son casier judiciaire pour donner à cette personne une seconde chance. Et c'est ça qui fait défaut. Tant que ça ne change pas, la criminalité noire, le vol des Noirs, tout cela augmentera la criminalité et les policiers riposteront et continueront à tuer. Donc, tant que ce mouvement ne change pas la manière de voir les choses, on en reparlera d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Ça ne va pas changer. Parce qu'il faut savoir pourquoi les Noirs font cela. C'est parce qu'ils n'ont pas de bon travail, ils habitent dans les mauvais quartiers, les ghettos, ils vont dans les mauvaises écoles. Parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter des maisons dans les bons quartiers pour pouvoir aller dans les bonnes écoles. Donc, ils déversent dans la violence. Donc, c'est ça, en fait, ma vision de ce problème. Alors, crise, beaucoup de problèmes, surtout sur le plan économique. Pendant que l'Europe est confrontée à des problèmes, les États-Unis n'en parlons pas, la Chine également est préoccupée. Le monde est dans une situation et dans une crise assez profonde. Alors, comment gérer aujourd'hui, quelle perspective pour l'Afrique, notamment pour le Sénégal, face à un contexte aussi difficile? Quelle perspective? Je pense que si cette crise nous a montré une chose, c'est combien on dépendait des nations,
qu'on pensait indestructibles et qui le sont. Donc, je pense qu'en ce moment, il est temps que les dirigeants africains, la population africaine, que nous prenions nos destins entre nos mains. Il faut une intégration économique africaine totale. Là est le moment. Comme nous sommes à terre, notre croissance sera de 3% ou moins de 3%. Donc, ça a carrément chuté de presque 5 points. Donc, nous savons cela. Donc, pensons à consommer local et facilitons l'importation aussi de produits africains en quantité suffisante, bien évidemment. Donc, pour qu'on puisse industrialiser, je pense qu'il faut que la production soit moins chère que l'importation. Il faut que ce qu'on produise ici pour s'industrialiser, il faut que cela soit moins cher que ce qu'on importe. Et pour que cela se fasse, il faut nécessairement qu'on s'industrialise. Et pour que cela se fasse aussi, il faut une autre monnaie qu'on puisse manipuler. On ne peut pas le faire avec le franc CFA. C'est impossible de créer des industries compétitives. Parce que des fois, j'entends des gens qui disent qu'il faut industrialiser le Sénégal, mais c'est impossible. Si on industrialise le Sénégal et qu'on vend le jus qu'on importe à 800 francs, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on vende ce même jus à 1500. Qui va l'acheter? Personne. Parce que c'est notre monnaie qui est un peu forte. Donc, il faut une intégration africaine totale, avoir une monnaie commune, aller ensemble avec la zone CEDEAO. Et l'Afrique sera bien représentée parce qu'on sera unis et on a la force de négocier avec nos autres partenaires bilatéraux. C'est ce que je pense de cette crise. Alors, justement, avant de finir, ne pas oublier les gestes barrières, parce que le véritable enjeu, le véritable combat, c'est le respect des mesures barrières, passant la santé par d'économie, n'est-ce pas, Mohamed Dia? Absolument. Alors, Mohamed Dia, Sud FM vous remercie. Ah, c'est moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Dia. Pour rappel, vous êtes consultant bancaire, chroniqueur. Ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci, au revoir et à dimanche prochain.